Laurent, merci beaucoup pour la visite et ces super explications. Tu es toujours super pédagogue, comme à ton habitude. Dagogue. Pédagogue. Là, on va passer à une interview, je t'en avais parlé, pour permettre aux gens de te redécouvrir ou te découvrir. D'accord. Tu as ton passif, tu es sommelier de formation. Quel a été l'élément moteur qui a fait que tu as envie de devenir vigneron? C'est une question intéressante parce que je pense que le parcours est pas commun. Après, bon, je vais essayer de la faire courte parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, tout ça. Moi, j'avais un papa qui était comptable. Je suis issu d'une famille de 5 générations de chefs de cuisine, sauf mon père. Il avait sauté le truc, il était comptable, ce qui n'était pas un métier passion pour mon père, mais il fallait bien qu'il nourrisse ses enfants, comme tout le monde. Et par contre, il était passionné de manger, de boire. Donc moi, mes vacances, c'était pas aller se mettre le cul à la plage, c'était on va manger dans tel restaurant à midi, ce soir on dort dans tel truc. Donc j'ai eu cette chance d'être d'une famille bourgeoise de province où on mangeait bien, on buvait bien. Et pour te donner une idée, pour mes 18 ans, son cadeau, c'était mon 9e restaurant 3 étoiles Michelin. Oh, c'est C'était super, le cadeau ça. de mes 18 ans, donc j'ai ce souvenir ému de mon père. Alors je ne peux pas dire que dès que j'étais petit, j'ai bu, mais le dimanche, on avait le droit au verre de vin, comme dans toutes les familles à cette époque-là, c'était pas encore tabou. Et donc voilà, moi on est allé voir des vignerons, on ne faisait pas qu'aller manger au restaurant, on allait voir les vignerons, on allait voir les producteurs, on allait voir les trucs, c'était nos vacances. Et mon père donc m'a donné cette passion pour manger, boire, et j'ai toujours rêvé d'être vigneron. Je peux pas te dire que c'est arrivé un matin, je me suis levé, je me suis dit je vais être vigneron. Non, mais peu à peu, en rencontrant les vignerons, en allant en vacances chez les paysans, en sentant les odeurs. Les odeurs sont très importantes tout au long de ma vie, la vie de plein de gens, parce que ça te rappelle ton adolescence, un soir d'été, un orage, un truc, etc. La petite Madeleine de Proust. Sauf que quand t'es pas fils de vigneron, surtout dans les années 80, dans les régions comme nous, c'est compliqué de devenir vigneron, à moins que t'aies beaucoup d'argent. Donc voilà, je me suis dit un jour je serai vigneron, je peux pas le devenir comme ça. Tu sais, quand tu es un garçon, que tu as 16 ans, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Pas vraiment, tu dis, je vais faire sommellerie, je vais devenir sommelier, ça me permettra, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, de devenir vigneron un jour. Et puis, je suis devenu sommelier, j'ai fait mon tour de France, j'ai travaillé dans des très belles maisons, dans des très beaux endroits, avec des très grands chefs sommeliers, j'ai rencontré plein de vignerons. Mes vacances, je les ai toujours passées chez les vignerons, pour leur filer un coup de main, pour partager plein de choses, pas seulement filer un coup de main, manger ensemble, goûter, etc. Et puis, approchant la quarantaine, je me suis dit, c'est trop tard pour être vigneron. Tu peux pas être vigneron à 40 ans, ça se fait pas, etc. Donc j'avais un peu abandonné l'idée d'être vigneron, mon métier de sommelier me plaisait, j'en avais un peu assez de la restauration après 25 ans de bons et loyaux services. Du coup, j'ai monté une société de distribution, comme tu l'as aussi évoqué tout à l'heure. J'ai travaillé entre-temps 3 ans aux États-Unis pour l'Union interprofessionnelle des vins de Cahors. Puis j'ai monté une petite société de distribution quand je me suis rendu compte que j'étais pas américain, que j'étais français, je suis revenu en France. Et j'ai vendu du vin aux professionnels sur Paris avec une société qui s'appelait l'Épicure Vin. Donc évidemment, j'avais sélectionné mes vignerons. Alors ceux qui avaient besoin d'un marchand de vin, ceux qui faisaient des vins qui me plaisaient. Puis j'ai rencontré ma compagne Nathalie, qui était sommelière aussi. On a monté parallèlement à cette société de distribution, la restauration manquait, mais plus le côté gastro, avec tout ce que ça entend de rigueur et de machin. Donc on a monté un petit bar à vin à Paris qui s'appelait Lot of Wine. J'ai jamais été un urbain, mais si tu veux commencer une nouvelle vie professionnelle, c'était Paris, c'était pas le Sud-Ouest. Pour le même nombre de clients, si tu veux, dans le Sud-Ouest, il m'aurait fallu faire 400 km par jour. Donc je m'étais installé à Paris, alors que je suis pas du tout urbain. Et puis tu t'habitues aux contraintes de la vie des grandes villes, de Paris en particulier, le prix des loyers, etc. En compensation, comme j'avais encore beaucoup de sommeliers copains, je pouvais rentrer par les portes de derrière dans les restaurants. Ouais. J'avais un peu zappé et cette idée d'être vigneron, je l'avais mis de côté. Ouais. Et puis j'ai eu un gros problème de santé quand j'ai eu 47 ans passés. Moi, j'avais jamais été malade de ma vie. J'ai eu un gros problème de santé. Je vais la faire courte, on va pas pleurer. Je suis parti à Toulouse en hélicoptère. J'ai passé 4 mois à Rangueil et ils m'ont changé la pièce défaillante. Et je suis revenu. Et si tu veux, ça a été un peu difficile à un moment, notamment une nuit en particulier. Où la question de passer la nuit était évoquée par les docteurs. Et donc, comme il m'avait un peu morphiné, que j'ai jamais fumé un joint de ma vie, cette nuit-là, j'ai pris une décision, c'est que si je sortais vivant de cette histoire, je ferais tout ce que j'ai rêvé de faire et que j'ai jamais fait. Effectivement, le lendemain, j'étais encore vivant. Donc, comme c'est pas les petits déjeuners de l'hôpital qui te retiennent, dès que j'ai pu sortir,
J'ai pris ma moto et je suis parti faire les châteaux Cathare à pied. Ça, c'était le truc 1. J'ai toujours rêvé. Liste, en fait. Ouais, j'avais toujours rêvé de faire les châteaux Cathare à pied. Tu sais, c'est le truc que tu dis, je ferai un jour, je le ferai. Tu vois, comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Exact. Un jour, je ferai le Saint-Jacques. Et puis tu le fais jamais, en fait, Ouais. parce que tu as la famille, tu as le boulot. Ma femme, qui pendant ce temps tenait les affaires à bout de bras à Paris, bossait. Moi, je suis allé faire les châteaux Cathare à pied. Puis après, je suis rentré à Paris. J'ai vendu mes parts de l'Épicure Vin, de ma société de distribution. On a vendu Lot of Wine. Et je suis rentré dans le Lot en cherchant des vignes pour m'installer et devenir vigneron. Puisque c'était le deuxième truc que j'avais coché, qu'est-ce que je voulais faire et que je n'ai pas fait. Voilà comment je suis devenu vigneron. Donc c'est une belle histoire, moi je trouve. Très belle histoire. Un peu folle dingue, hein, parce que devenir vigneron à 50 balais, là, c'est... En fait, tu sais, nous, on est une région agricole, on est une région de petits villages, on aime bien raconter des trucs sur le voisin. Oh, t'as vu la femme de machin, t'as vu le curé, il a fait ça, t'as vu... Donc moi, je m'attendais à entendre parler beaucoup de choses. En plus, bon, moi, je suis quand même d'une vieille famille cadurcienne. Et en fait, je m'attendais à ce qu'on dise, il sera jamais vigneron, il connaît rien, etc., machin, tout ce qui est tout à fait entendable. Et en fait, non, les gens, vous vous rendez compte, ils deviennent vignerons à 48 ans. N'importe quoi. Ah ouais. Tu vois, c'est ça le truc qui est resté, en tout cas de ce qu'on m'a rapporté, de ce que j'ai pu entendre. Et c'est assez drôle en fait. Bon, du coup maintenant, écoute, ça va être mon 8e millésime. Donc rien n'est jamais gagné, mais voilà, on a quand même des gens qui aiment nos vins, ce qui est quand même un peu le principal. Et puis on essaye d'évoluer tous les ans. On est vendu au Japon, on est vendu aux États-Unis, on est vendu en Angleterre, en Belgique, évidemment un petit peu en France aussi. Mon budget n'aurait pas suffi, c'est pour ça que je suis associé avec François, qui est mon ami d'enfance, qui lui est dans un tout autre métier, tout autre métier pas si éloigné que ça en fait par rapport à ces discussions. C'est le métier de la bouche aussi. Puis c'est le métier de la bouche, il fait les foie gras Sudreau. Et voilà, il est associé avec moi, mais il me laisse les mains libres intégrales sur tout le... Sur les vins que je veux faire, etc. Ouais. Même si on partage beaucoup de choses et qu'on a chacun nos idées des fois, mais c'est quand même moi le décideur sur tout ce qui est fermentation, type de cuvée, etc. C'est même pas une histoire de décider, les choses se sont faites un peu comme ça, naturellement. Le nom des cuvées, après il me donne un coup de main sur beaucoup de choses, sur la gestion, etc. Quid de ma femme, et on a un petit garçon, etc. Elle m'a suivi dans cette aventure, hein, parce qu'elle était à Paris depuis beaucoup plus longtemps que moi, même si elle est marseillaise. Et donc elle m'a suivi, elle aussi, elle a changé complètement de profil, puisqu'elle a monté sa société, les Dadas du Jaja, et qu'elle fait de la traction animale, elle travaille avec des chevaux. Donc du coup, comme elle est hébergée sur le domaine, enfin en tout cas ses chevaux, parce que, voilà. Du coup, ça c'était pas du tout prévu, tu vois. Moi j'avais les premiers chevaux qui sont arrivés, comme c'est des gros chevaux, j'en avais un peu peur, moi, tu vois. Tu fais gaffe, c'est pas le chien. C'est les Comtois, les premiers, non les premiers qui sont arrivés, c'est les Mérins. Les Mérins, ouais. Qui sont des chevaux de trait, mais assez petits, en fait. Et puis après, il y a le Comtois qui est arrivé, qui est un gros cheval, les traits bretons, les traits belges. Bon, après, maintenant, comme moi, je leur ramène à manger, à boire, si tu veux, je suis leur copain. Alors que quand Nathalie arrive, c'est pour les faire travailler. Toujours une logique sur le fait d'essayer de travailler propre. Alors, je vais te dire qu'au cheval, on travaille entre 20 et 70% selon les millésimes. Il y a des fois où on n'a pas le temps, il y a des fois où on ne peut pas, il y a des fois les chevaux n'ont pas envie. Donc je ne vais pas te dire qu'on fait 100% au cheval. Mais tout ce qu'on peut, on le fait avec les chevaux. Ça permet de leur payer le foin surtout. Et puis le reste, on le fait avec un tracteur, hein, comme tout le monde. Voilà. Et c'est une chouette découverte, même si c'est la passion de ma femme, moi c'est une chouette découverte. J'ai découvert des animaux qui sont beaucoup plus intelligents, qui ressentent beaucoup de choses, qu'il faut écouter et qui t'écoutent et qui te comprennent plus vite que toi tu ne les comprends. Ouais. Et c'est vachement chouette. Oui, ça a beaucoup d'intelligence, un cheval, ça c'est sûr. Du coup, ça me permet d'embrayer. Comment tu pourrais définir tes vins si tu avais un pitch à faire pour toutes les personnes qui veulent connaître les vins du vin des jours? Ça serait quoi? Ce sont des vins qui sont sur la fraîcheur. J'espère que ce sont des vins gourmands. Pas forcément ultra fluides comme on pourrait l'entendre dans certaines régions aujourd'hui où on fait des rouges qui tirent un peu sur le rosé, mais pas non plus le Cahors des années 80 ultra tannique, noir fluo et où il y a autant à manger qu'à boire. Je pense qu'au contraire, je suis plutôt dans une tendance un peu moderne. On essaye d'avoir des vins qui n'ont pas trop de degrés d'alcool. Donc la date de récolte pendant les vendanges selon les cépages est très, très importante puisque j'essaye de ramasser toujours en sous-maturité pour ne pas me retrouver avec les étés qu'on a très chaud avec des vins à 14 ou 14,5. Donc j'ai des vins qui tombent plutôt autour de 12,5. Je me réfugie dans ta question sur ma définition de qu'est-ce qu'un grand vin.
Ouais. Alors en grand vin, tu prends 20 personnes, tu auras 20 réponses différentes. Et ouais, c'est Qu'est-ce que totalement c'est un grand vin? subjectif. Est-ce que c'est un vin qui est cher? Est-ce que c'est un vin qui correspond à une région qui a une réputation? Est-ce que c'est Magnum ou un Jéroboam? Voilà. Moi, pour moi, un grand vin, c'est le reflet d'un cépage sur un terroir à travers le travail d'un homme. Et j'espère que le logo de mon domaine, c'est quand même la main d'un homme imprimée sur une pierre du Jurassique. Donc j'espère que mes vins reflètent ça. Voilà. Il le reflète. Voilà. Après, est-ce qu'il reflète ça et est-ce qu'on est toujours apte à les comprendre? Non, ça serait prétentieux parce qu'ils sont faciles à comprendre, mais est-ce que, tu vois, il y a des gens qui, quand ils viennent à Cahors, qui passent pour les vacances ou des trucs comme ça, ils recherchent autre chose dans un Cahors, ils recherchent des vins puissants, riches, justement. À boire, Oui, parce qu'il y a cette voilà, histoire. parce qu'ils ont cette image-là. Bien sûr. Et des fois, ils sont surpris. Oui. Ils sont surpris, mais tant mieux, tant mieux. Après, on ne fait pas des vins pour plaire à 100%. Il faut quand même plaire à un maximum de gens. Mais moi, je fais 7 cuvées sur 5 hectares. Moi, ça m'emmerde quand quelqu'un me dit « Ah, j'aime tout ». Non, c'est pas vrai, on ne peut pas aimer tout. Parce qu'il y a des vins très différents, entre le vent des bulles jusqu'au mouton, en passant par le Jurançon noir, l'Angoulevent, et voilà, on ne peut pas... C'est des personnalités différentes en soi. Donc, chaque étiquette et cuvée est une personnalité différente, j'aime bien ça. Ouais. Voilà. Merci, ouais, mais c'est une belle réponse. Maintenant, on va passer à une petite interview que j'aime beaucoup. C'est des questions-réponses tac au tac. Alors, en gros, tu réfléchis bien entendu à ce que tu veux dire, mais c'est assez simple, ça me permet de comprendre davantage ta personnalité. On y va? On y va. Alors, c'est quoi ton surnom, Lormar? Lolo. Lolo. Si tu avais une musique, ta musique préférée, qui te donne la pêche, qui te donne les poils, qui t'émeut, ça serait quoi? Moi, la musique qui m'émeut ou qui est vraiment pour moi dans ma tête associée au domaine, c'est Cabrel, le vieil arbre planté au milieu. Tu sais, l'histoire du gars qui part voir loin parce que l'herbe elle est plus verte, puis qui revient sous le vieil arbre de son père. C'est pas les murs de poussière, non? C'est les murs de poussière. Ouais. Et, Album 77. Mais cette phrase, le vieil arbre planté au milieu où mon père, tu vois, voilà. Après, voilà, cette question me fait chier. Je vais te dire pourquoi. C'est comme si on me disait quel est ton vin préféré. Mais je sais. Tu vois, c'est pas simple. Putain, s'il n'y a plus qu'un truc, ça a beau être ton vin préféré, quand tu l'auras bu pendant une semaine, t'en as marre. Quoi. Ouais. Donc, après, la musique, voilà, c'est ça. Ma réponse, c'est Cabrel. C'est bien. Les murs de poussière. Je prends. Ouais. Merci beaucoup. On parlait d'émotions. Qu'est-ce qui te donne les poils au quotidien, dans ton métier? Qu'est-ce qui déclenche cette passion pour toi dans le monde du... Alors, c'est de voir la nature, la résilience de la nature. C'est un truc de fou, quoi. J'arrive pas à comprendre comment on va finir par tout baiser la nature partout dans le monde pour des masses de béton et du profit. Pour des masses de béton, pour avoir un confort dont on n'a pas besoin en fait, parce qu'on peut très bien vivre sans beaucoup de choses. Et la résilience de la nature, tu vois, on parlait tout à l'heure de mes plantiers que j'ai plantés l'année de la sécheresse. Ça fait 2 ans qu'on les coupe, qu'on les taille à couronne, c'est-à-dire au ras. On a l'impression qu'on a un morceau de bois dans la terre et ça repart. Et à la fin du printemps, tu as des branches à 2 mètres. Quoi. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, la nature en permanence, certains insectes que tu découvres, comment ils sont assimilés au milieu dans lequel ils vivent. Qu'il y ait une interdépendance et que chacun a son rôle. Voilà, en fait, la résilience de la nature. Merci beaucoup. Oula, ça va pas te plaire. La cuvée dont tu es le plus fier. Ah si, ça va me plaire. Alors, la cuvée dont je suis le plus fier, c'est les moutons... 2020. 2019 2022. 2022 ? Ah ouais. C'est les moutons 2022, même si c'est la moins facile à boire aujourd'hui. C'est une cuvée qui est faite pour durer dans le temps. Et surtout, c'est cette parcelle de vigne magique qui s'appelle les moutons. Parce qu'il y a eu 400 moutons dans le champ du dessus pendant des années. Et que dès qu'il pleut, ça ruisselle l'azote. Et donc, elles sont hyper bien nourries. Et ce jus, autant... J'ai eu la chance du débutant quand j'ai commencé. Il y a des cuvées comme le Zef, les Calades ou le Blanc. J'y suis arrivé assez vite à faire quelque chose de bon, j'espère. Par contre, les moutons 2019, je me suis trompé sur l'élevage. J'avais mon nouveau chai avec tous ces outils. J'ai voulu jouer avec tous les outils sur cette cuvée, ça ne marche pas. 2020, du coup, j'ai changé d'avis. J'ai fait l'élevage des moutons 100% en amphore. C'était très bien, ça faisait un vin hyper droit, hyper tendu, hyper machin, mais qui n'avait pas une assez grande différence par rapport aux Calades
pour en faire ma grande cuvée. 2021, bon, il n'y a pas eu les moutons parce que pour moi, le niveau des raisins qu'on a ramassés n'était pas au niveau pour faire les moutons. Du coup, j'ai déclassé les moutons dans l'escalade. Et 2022, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça passe par le bois pour exprimer la finesse et la richesse de ce jus. Donc oui, Mouton 2022, c'est la cuvée dont je suis le plus fier. C'est aussi la cuvée où encore j'ai une énorme marge pour évoluer, pour arriver à faire ce que ce jus de raisin peut me donner. Ok. 4 générations, tu m'as dit, de famille. Mon frère était le 5e chef de cuisine de ma génération. Ça remonte au comte, machin, bidule, tout ça, tu vois. Bon, bref. Donc ça serait quoi le plat typique avec lequel ton vin, si on prend un Malbec en l'occurrence, ça serait quoi le plat typique avec lequel tu éprouves le plus de cohérence et de joie, quoi? Alors, il y a deux solutions. Hein. Soit on va sur quelque chose d'ultra classique, local, parce que les produits locaux, normalement, ça marche bien ensemble. Un magret canard, cuit rosé, avec des pommes sarladaises, par exemple. Bon, là, on a l'office du tourisme, hein, mais c'est un peu ça. Et après, ce que je trouve, c'est justement qui est intéressant, c'est de faire des accords avec des choses qu'on n'attend pas. Ouais. Alors que là, Cahors, magret canard, on sait que ça marche, quoi. Et je sais pas, tu vois, par exemple, boire Malbec sur un foie gras. Sur bon. Un foie gras frais, juste salé, poivré, presque cru. Souvent, on va sur un sauterne ou sur des vins moelleux ou sur un blanc. Et en fait, ça marche super bien. Bien sûr. Et paradoxalement, tu as un truc comme le cabecou, tu vois, par exemple, qui est notre petit fromage à nous, le rocamadour. Je trouve que ça va avec aucun vin rouge, en tout cas. Personnellement. Bon, moi, ça c'est mon goût. Ça écrase. Non, je trouve que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Le crémeux du Québec et puis toute son amplitude aromatique, elle est un peu... Voilà. Et ça ne matche plus, quoi. Mais après, oui, tu vois, justement, aller sur un foie gras avec du rouge, alors autant chez nous, dans le sud-ouest, peut-être on est un peu habitué à faire ça, autant il y a plein de régions en France, vous mettez du rouge sur le foie gras. Moi, je suis plus prompt à aller sur du rouge que du blanc moelleux, parce que je trouve que le gras et le sucre, pour le coup, ça te flingue le palais. Alors moi, je trouve que c'est une ineptie, mais il faut la connaître, l'histoire du foie gras et du vin blanc moelleux. Ça remonte jusqu'au Moyen-Âge, où les foies arrivaient avec les fromages en fin de repas, après l'héros. D'accord. Donc arrivaient les foie gras et les pâtes persillées. Ok. Et tu étais en fin de repas, c'est-à-dire après les viandes, quoi. Et donc, avec les foie gras et les pâtes persillées, on servait du moelleux, et après tu finissais sur le dessert. Ouais, ok. Sauf que dans la culture gastronomique française, les foie gras, les fromages à pâte persillée sont restés sur le plateau de fromage, évidemment, mais les foie gras sont devenus une entrée. Une entrée, ouais. Manger en entrée. Mais le sauterne a suivi. Le sauterne, ou les vins blancs moelleux, ou doux. On suivi. Donc on s'est retrouvé en entrée avec le foie gras qui est quand même quelque chose d'ultra riche, qui te tapisse le palais. Derrière en sauterne, un vin sucré, ultra puissant, ultra riche, machin. Moi je me dis, si tu commences par un foie gras et un sauterne à Noël, c'est peut-être la tradition, mais qu'est-ce que tu vas boire derrière ? Mais c'est ça. Derrière, il te faut envoyer un Montrachet, voilà, enfin je sais pas, mais derrière il faut, quelque chose de... Voilà, et puis ça va te fatiguer pour le reste de la soirée, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose aujourd'hui qui n'a plus lieu d'être, mais là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais c'est exactement ça, et je pense aussi que les accords mets-vins, tu le disais, hein, c'est extrêmement subjectif, mais... C'est subjectif, et alors il y a les grandes lignes qui font que, voilà, le classique c'est ça. Mais bon, c'est marrant de sortir du truc, tu vois. Si tu fais, je sais pas moi, un filet de bar, bon, là, on prend pas le poisson le moins cher du monde, mais si tu prends un filet de bar que tu vas faire avec une réduction à base de jus de viande, tu vois, un peu comme ça, quelques champignons émincés dessus, et pourquoi pas boire en rouge. Mais ouais, tu fais un terre-mer, quoi. En rouge, pourquoi pas boire en Cahors type les Calades ou type les Escures chez Fabien, etc., qui restent sur le fruit, qui restent gourmands. Et qui va accompagner ça peut aller très très bien. Quoi. Je confirme. Et il y a une question aussi générationnelle, tu vois. Mon père lui a enlevé le foie gras sauterne de Noël, c'était impossible. Oui, parce que les gens sont habitués avec... C'est pas des carcans qu'on s'impose, mais c'est parce que c'était c'était le cadre, il fallait faire... Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir laisser le choix aux gens et puis qu'ils testent, parce que c'est ça aussi. Quoi, tu vois. Tester. Justement, on parle de bouffe, de bonne nourriture, pardon. De bouffe, moi j'aime bien. Si tu devais nous donner 3 choses pour lesquels tu considères qu'un repas est réussi, ça serait quoi ? Plaisir partagé, bien boire, bien manger, que ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est chouette. Ouais, tu vois, c'est le truc, souvent, bon, tu sais, dans notre métier de vigneron,
on boit peut-être un peu plus que la norme. On fait des soirées avec les copains d'autres vignerons, chacun amène sa bouteille. Donc, des fois, tu arrives en fin de soirée, 1h, 2h du matin, où tu n'as plus soif, en fait. Ouais. Et moi, j'ai fait les bulles que j'ai fait, c'est dans cette idée. C'est tu n'as plus soif, et tu as quand même envie de refaire encore le monde 1 heure avec tes potes, parce que tu as envie que ça continue. Et ben donc, j'ai fait des petites bulles qui pèsent 11 degrés, qui sont faciles à boire, qui... Voilà, c'est ça l'idée, ça ou une bière, moi je préfère ça. Ouais. Le vin des bulles, c'est le verre de l'amitié, quoi. Ouais, le vin des bulles, c'est le vin de l'amitié que tu peux boire un peu tout le temps, mais en fin de soirée, moi je l'ai fait dans cette idée-là. Quand j'ai voulu faire mes bulles, je me suis dit, je vais faire un vin pour ça. Voilà, donc ça fait 3 choses, les bonnes personnes, dans le temps être hors sol, et puis bien boire et bien manger des bons produits. Ouais. Il y a une chose qui m'intéresse aussi, si tu peux en témoigner, c'est... Est-ce que tu as des doutes et des craintes aujourd'hui? Non. J'aurai 20 ans ou 30 ans, je serai jeune vigneron, ouais, j'aurai des doutes et des craintes sur la culture, ce que va devenir le vin, ce qu'on en fait, sur le marché, sur quand tu allumes les infos à 20h, ouais, j'aurai des doutes et des craintes sur ce monde-là. Aujourd'hui, les seuls doutes et craintes que j'ai, c'est le monde qu'on va laisser à mon fils. Après, des doutes et des craintes à titre perso. Imaginons que ça ne marche pas, j'ai 56 ans. Si tout va bien, que Dieu me prête la santé et le pinard aussi, j'ai encore quoi, 12 millésimes à faire. Si ça ne marche pas, j'irai travailler à la mairie de Cahors, aux espaces verts, et puis voilà. Tu vois, donc non. Ouais. Des doutes par rapport à moi, pour mon métier, non. Des doutes par rapport à l'entreprise Domaine Le Vent des Jours, oui, parce que le marché est compliqué, mais je pense que si aujourd'hui tu trouves un vigneron qui te dit que tout est parfait, présente-le-moi, parce que je voudrais bien reconnaître son réseau. Après, oui, des doutes quand je vois comment les dirigeants du monde entier deviennent complètement débiles, qu'on fait de nous des incultivés. Je ne sais pas si ça existe le mot incultivé d'ailleurs. Des gens qui manquent de culture ou en tout cas qui ne s'intéressent pas à se cultiver. Et puis on fait tout pour que on n'apprécie plus les bonnes choses. Tu le vois dans la bouffe, tu le vois dans la distribution, tu le vois dans les trucs. On te fait passer les vessies pour des lanternes. On te raconte que 2 kilos de carbone d'ici 2045, il faut qu'on y arrive, mais qu'on n'y ait déjà pas eu. Donc voilà quoi, c'est ça quoi. On est trop nombreux. Donc si on dit boire un canon, c'est sauver un vigneron, tu es d'accord avec ça? Boire un canon, c'est pour passer un bon moment s'il est bien fait. C'est exactement ça. Ouais. Après, si ça sauve un vigneron, tant mieux, mais... Le vin, c'est aussi une question de culture, hein. C'est pas seulement le vin, tu vois, on parlait de musique, le vin, la musique, les bons moments, la famille, les traditions, tout ça c'est un peu mêlé. Si tu n'es plus cultivé, tu n'es plus cultivé. Alors j'ai pas la prétention d'être très cultivé, mais pour moi le vin c'est autre chose que des bouteilles à 2,60 € en rouge, rosé et blanc et la 9e offerte en supermarché. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu dis bien. Après si des gens trouvent ça bon, tant mieux pour eux, moi ça me pose aucun problème. Ouais. Après, l'idée, c'est toute une question d'éducation ou de transmission ou de filiation. C'est pas pour en revenir à moi, mais c'est pareil. Tu parlais de ton père qui t'emmenait dans les restaurants et que tu as eu la culture du vin. Moi, je l'ai eu aussi. J'ai eu la culture du cidre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que si les parents ne t'emmènent pas te permettent pas d'être curieux ou de découvrir des choses, ton univers après, c'est plus compliqué pour le faire. Tu sais, il y a un truc, alors tu vas me dire, ça, au départ, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ta question, mais c'est un peu par rapport au monde dans lequel on vit, tu vois. Les gens de ma génération, donc voilà, moi j'étais ado dans les années 80, le vélo, c'était un truc, c'était un truc de fou, c'était un lien social, c'était ce qui permettait de t'émanciper de tes parents, surtout dans des provinces comme nous, quoi, tu vois. Tu partais en vélo, je faisais des kilomètres en vélo pour retrouver les copains, pour ma première petite amie, pour tout. Il n'y avait pas de téléphone portable. Je partais à 8h, je rejoignais les copains. On faisait du vélo toute la matinée. Le seul truc, c'est qu'à 12h30, quand ma mère ouvrait la fenêtre et criait à table, il fallait que je sois là. Mais entre-temps, elle ne m'avait pas surveillé sur mon téléphone, etc. Puis c'était le lien social, c'était le vélo. Aujourd'hui, le lien social, pour les gamins à 14 ans, c'est ça. C'est un peu aseptisé quoi, dans ce monde. Ils découvrent la vie à travers ça, ils ne bougent plus, ils ne font plus de sport. Moi, ce qui m'a épaté, c'est de voir qu'à l'école, en 5e, quand ils font le permis de conduire en vélo, tu as un tiers de la classe qui ne sait pas faire de vélo. En 5e. C'est un truc, par rapport à ma génération, c'est dingo. Ma petite nièce qui vient me voir, ouais, demain j'ai le truc de vélo, est-ce que tu peux m'apprendre à faire du vélo? T'as 14 ans, meuf, c'est quoi l'histoire? Tu sais pas faire de vélo? C'est un truc, tu vois. Alors, peut-être je deviens un vieux con,
c'est fort probable. Ouais, non, Mais, t'as raison, je pense que c'est quand même le rôle des parents. Je vais te apprendre sortir à la nager, phrase, à c'était faire- mieux avant, il me semble, tu vois. Moi, j'avais vécu plein de trucs. On faisait pas que des trucs bien, on faisait aussi des conneries, etc. Mais on ne pétait pas la gueule au voisin pour lui prendre son portable et je sais pas, il me semble que c'était mieux. Voilà, je sais pas, moi j'ai vécu avec une grand-mère qui habitait à la maison, avec mes parents. Quand je rentrais le soir à 16h de l'école ou à 17h, elle m'avait fait le chocolat pour le goûter, qu'elle avait fait bouillir pendant une minute, ça sentait bon. Quand c'était le printemps, ben, elle était dans le jardin, elle brossait les cornichons pour les mettre au sel. On avait des foie gras pour l'année prochaine, elle tuait les canards, tu vois. C'était mieux, je sais pas. En tout cas, moi, c'était chouette, quoi. Tu vois, je parlais des odeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime pas, qui habite à la campagne et qui aime pas l'odeur après l'orage de l'herbe chaude de l'été qui a mouillé? Mais ouais, c'est bien que tu parles des arômes et des odeurs parce que pour moi, le vin, ça reste comme l'expression d'un parfum avec ses notes de tête, ses notes de cœur, ses notes de fond. Et chacun va avoir sa propre expérience. Ouais, bien sûr. Et quand tu vois que les gamins aujourd'hui, ils sont. Je parlais, le mot est pas faible. Hein. On est dans un monde aseptisé où tout est codifié par des arômes machin de choses. Et en fait, si les parents amènent une certaine forme de curiosité, s'ils ont la chance d'avoir un jardin, tu vois, il y a des arômes que tu as et qui sont intégrés au niveau cérébral après, quoi. C'est ce qui permet les Madeleines de Proust. Donc le vin, pour moi, ça peut être aussi un excellent monde d'éducation pour Bien réapprendre, Bien à sûr. te réapproprier. Voilà tout ça. tous Bien les sûr, arômes et les puis, odeurs. je vais te dire, le vin, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est un lien social, extraordinaire. Quand j'ai eu 16 ans ou 17 ans, moi je crois que le premier baiser que j'ai donné à une fille, c'était parce que j'avais bu un verre de vin de trop. J'étais timide et je pourrais jamais oser lui dire que je la trouvais belle si jamais j'avais pas bu un coup. Alors, attends, boire un coup, ça veut pas dire vomir couché par terre sur un parking de boîte de nuit. Hein. Mais voilà, ça m'a donné un peu le courage de. Voilà, sinon je serais peut-être encore puceau s'il n'y avait pas le vin. Ouais. Je te remercie, c'était une super belle étape d'interview.